Madame Merkel, est-ce que vous pensez que les Allemands sont heureux de payer des impôts? Michel Barnier, vous pensez que les Européens sont heureux de payer des impôts? S'il vous plaît, est-ce que vous pensez que dans votre pays, on est heureux de payer des impôts? Pay taxes. Personne n'est content de payer les impôts. Yes, we are happy to pay taxes because we receive a lot from participating in European Union. Je trouve normal qu'on paie des impôts. Est-ce que vous pensez que dans votre pays, on est heureux de payer des impôts? People pay taxes because this is how you finance the state. Tous les individus doivent participer à la gestion d'une œuvre collective qui les dépasse. Are people in my country happy to pay taxes? Nobody's happy to pay taxes. People are happy to pay taxes if they see that they get services. Taxes are necessary. Lorsque le niveau d'impôt est raisonnable et juste et est équitable, il contribue à financer les services publics. But as long as we make sure that they're not too high and that you get something in return, they should be happy to pay taxes, of course. Est-ce que vous pensez que les Européens sont contents de payer leurs impôts? I hope so. Tous les gens qui payent des impôts aiment voir ce qui se passe avec leurs impôts. Il faut réduire les impôts. Il faut imposer des impôts aux grands qui ne payent pas les impôts. Moins d'impôts pour être plus heureux? Ah oui, bien sûr. Monsieur Macron, est-ce que vous pensez que les Français sont heureux de payer des impôts? Demandez-leur. Eh bien, excellente idée. On va aller leur demander, justement. Je suis l'Europe pour Libération depuis 25 ans. Une chance, car être à Bruxelles, ce n'est pas seulement voir la France avec du recul, mais c'est aussi voir l'ensemble des pays européens. Et on compare. C'est pour cela que le mouvement des Gilets jaunes m'a surpris. C'est les petits qui taxent en ce moment. On ne veut pas la charité du gouvernement. On veut pouvoir vivre dignement. Bon, une jacquerie fiscale, c'est presque la marque de fabrique de l'Hexagone. Trop d'impôts, c'est vrai, puisque la pression fiscale française est la plus élevée du monde occidental. Mais entendre la France des ronds-points réclamer en même temps plus de services publics, plus de solidarité nationale et moins d'impôts, il y a comme un problème. Si on baisse les impôts et les prélèvements sociaux, c'est moins de services publics et moins de solidarité. Si on en veut davantage, c'est plus d'impôts. Sinon, le pays va droit vers la faillite. Mais au pays de Descartes, la logique n'est pas toujours bienvenue. Sacré Français, toujours en train de râler. C'est peu dire que Quand j'ai donné mon avis, on m'a dit d'aller, et je vais être poli, voir ailleurs. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et si on allait là où il n'y a pas d'impôts, là où il y a des impôts, mais où les gens ne les paient pas, là où les gens subissent les impôts sans broncher, et là où les gens sont ravis de payer leurs impôts, et même en redemandent. Qu'est-ce qu'un bon impôt? C'est presque une question philosophique finalement. Tiens, si on commençait par aller voir un philosophe. Alors, qu'est-ce qu'un bon impôt? Je ne suis pas compétent au sens où si par bon impôt on entend l'impôt qui rapporte le plus, je saurais mal vous répondre. Le bon impôt, me semble-t-il, c'est comment faire pour payer mes impôts sans avoir l'impression de me dépouiller. De la réponse, toujours provisoire, à ce genre de questions, dépend le bon fonctionnement d'un système démocratique. On a le sentiment qu'en France, ça ne fonctionne pas bien parce qu'on voit les révoltes fiscales qui se succèdent. Comment expliquer ce rapport extrêmement complexe à l'impôt et donc peut-être une remise en cause permanente du contrat social qui nous unit? C'est un conflit, c'est le conflit de deux égoïsmes. Aucun Français ne refuse l'emploi de son argent. La majorité des Français, évidemment, est favorable à une transition énergétique efficace, etc., qui coûte cher et qui suppose que l'État investisse. Mais de là à mettre la main à la poche pour financer cela, il y a là un pas que la plupart des gens hésitent à franchir ou ne veulent pas franchir. Le décalage qu'il y a entre la solidarité, qui est toujours difficile, c'est-à-dire la capacité à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées et le sentiment qu'on les corrige un peu en donnant de son blé. Donc la solidarité d'un côté, de l'autre côté la bonne conscience. La bonne conscience, c'est il faut une transition énergétique, il faut trier ses poubelles, il faut développer l'écologie, il faut sauver la planète. On veut bien sauver la planète, mais pas à ses dépens. Oui, mais on le voit surtout en France. Comment expliquer que la France, qui pourtant est présentée comme l'incarnation même de ce qu'est un État-nation, a le plus grand mal à accepter cette solidarité? Je crois que c'est lié à son jacobinisme, justement. Je pense que c'est lié à l'hypertrophie de l'État qui fait que, historiquement, la pression fiscale en France a toujours été plus élevée qu'ailleurs, à mon avis. Je pense que ça vient
vient de ça. Ça vient du fait que l'État en France est si présent, si prégnant, si garant d'égalité, puisque c'est le rôle qu'il s'attribue en général. Dans une société libérale, c'est à la société civile, en somme, qu'on demande de garantir d'une certaine manière l'équité. Or, ici, l'égalité ou l'équité, d'ailleurs, est présentée comme quasiment une fonction régalienne. Et à mon avis, à cet égard, ce qu'on demande à l'État est exorbitant. Or, pour mener à bien cette mission, l'État a besoin de moyens que les individus ne sont pas prêts à lui accorder, de sorte qu'il y a une contradiction frontale entre ce que nous demandons à l'État et ce que nous sommes prêts à lui donner pour accomplir la mission qu'on lui assigne. Et le résultat de ça, c'est qu'on est de mauvaise humeur. Cette mauvaise humeur, on peut la comprendre. La France est championne du monde occidental du prélèvement fiscal et social. Juste derrière nous, la Belgique, pourtant perçue en France comme un paradis fiscal. Allez comprendre. Sur la 3e marche du podium, le Danemark, où une partie de la population serait même prête à payer plus d'impôts. J'ai voulu assister à l'un des grands débats lancés par le chef de l'État français, Emmanuel Macron, pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Je me suis donc rendu à Nogent-sur-Marne, ville tranquille et plutôt aisée de la banlieue parisienne. J'espère qu'il y aura une quarantaine, une cinquantaine de personnes, parce que si on sont 10, on a l'air con. Ah oui, il y a même du monde. J'ai le droit d'en avoir un, moi aussi. Merci. Maintenant, les gens doivent répondre à un véritable questionnaire, 11 questions. Il y a des questions quand même qui sont extrêmement trapues. Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace? Le tout en 5 lignes. Bonne chance. Les impôts pourraient être peut-être un peu plus progressifs, je ne sais pas, mais en tout cas, ils le sont déjà avec un grand nombre de personnes qui ne payent pas d'impôts. Normalement, nous devrions être très heureux, puisque globalement, on paye plus d'impôts que dans aucun pays. Depuis 20 ans, les impôts n'ont fait qu'augmenter. Et au lieu de dire on va augmenter ceci, augmenter cela, ça ne sert à rien, mais plutôt commençons par regarder pourquoi ça marche mal. Ce qui est étonnant, c'est la qualité du débat. Et ça montre à quel point les Français sont bien plus au courant des questions fiscales qu'on imagine à Bercy ou à l'Élysée ou à l'hôtel Matignon. Vraiment, ce grand débat, de ce point de vue-là, est intéressant parce que on sort des clichés. Je pense qu'il faut élargir la liste des produits considérés comme de première nécessité, notamment des produits d'hygiène féminine, des choses comme ça dont on ne peut pas se passer. Allez. Alors, la première. Vous n'avez toujours pas répondu à la première? Tout le monde on est à la 4e, je vous signale. On a 2 pages de contestation. Allez-y. Alors, parce que là, quand même, eux, ils en sont aux motions préalables. À mon avis, il y a des militants du Parti communiste, c'est pas possible. En tout cas, je remarque que la question centrale des échanges est comment rendre les impôts plus justes. Mais les impôts de qui vous augmentez par hasard? Si c'est les miens, le vôtre c'est bien, ouais, le vôtre c'est bien. La classe élevée. S'il vous plaît. Là maintenant, vous avez travaillé sur les questionnaires. Est-ce qu'il y a des réactions, des propositions complémentaires? Je vois que dans certaines tables, il y avait un peu des points qui étaient mitigés. Pourquoi est-ce que le français, jamais on va faire un effort? L'effort, on va se le prendre dans la figure et on va le laisser aux jeunes. En Angleterre, les gens ne se posent pas de questions, quoi. Ils bossent, ils ont 1 job, 2 jobs, 3 jobs, c'est des contrats courts. Et c'est des jeunes heureux, ambitieux, qui ont de l'ambition. Fin des discussions. Place maintenant aux propositions. On va commencer s'il vous plaît, on stoppe, s'il vous plaît. Vers des dépenses publiques utiles. Fin des petits fours, des voitures de fonction, du champagne. Le Mouette et Chandon terminé. Réduire le millefeuille administratif en appliquant le principe de subsidiarité. On veut éliminer toutes les petites taxes qui coûtent à notre avis plus cher à collecter finalement que ce qu'elles rapportent. Et combattre la fraude fiscale des entreprises et notamment les multinationales qui délocalisent leurs profits à l'étranger. Donc on aimerait que des mesures concrètes soient prises à ce niveau-là. Revaloriser les retraites et revoir certains minima sociaux.
On propose d'augmenter la fiscalité sur le tabac et l'alcool, vu le coût que ça a pour la dépense publique. Voilà. Merci. Le débat se termine sous les applaudissements. Et chacun donne un petit coup de main pour ranger la salle. Les Français ne seraient donc pas que des râleurs individualistes, cette image qui leur colle à la peau à l'étranger? À l'extérieur, je rejoins des participants. Bon, on refait le grand débat. Alors, lequel paye des impôts ici? Moi. Oui? Pas moi, je suis encore étudiant en apprentissage, donc pas d'impôts encore. Pas encore d'impôts? Non. L'État, c'est nous en fait. L'État, c'est parce qu'on contribue. Dans les idées qu'on a pu avoir, on a dit que ce serait bien que chacun contribue. Même de manière symbolique, mais parce que tout le monde doit participer. C'est choquant de se dire qu'il n'y a que 40% des gens qui participent à l'impôt sur le revenu. Et pourquoi les gens râlent contre l'impôt en France alors que très peu payent l'impôt sur le revenu? Ils râlent parce qu'il y a un manque de pédagogie. Ils ne savent pas ce que c'est que l'impôt. On manque d'informations, on manque de communication. À l'école, on n'a jamais été sensibilisé sur ces sujets-là, en fait. On a parlé de la pédagogie à l'école. Tout le monde on est était d'accord. hein. Oui, clairement. Et aussi de la pédagogie. Combien ça coûte quand on va à l'hôpital? Quand on ressort gratuitement, on n'a que payé la télé ou le téléphone. Combien ça a vraiment coûté que notre enfant soit hospitalisé? Et comme on a apprécié à ce moment-là, moi je pourrais jamais regretter de payer des impôts parce que la solidarité nationale, ce jour-là, elle était là pour moi. Il faut que les gens prennent conscience que l'impôt, c'est utile. Les Français sont pas prêts à accepter ça. Les Français, vous savez, ils sont très réfractaires. Ils sont réfractaires au changement. Ils sont réfractaires. Des Gaulois alors. Oui, il faut intégrer ça dans le système scolaire. Faire par exemple des programmes d'initiation à la fiscalité, par exemple. Vous savez que ça se passe comme ça au Danemark? Voilà, justement, c'est pour ça qu'au Danemark, les gens sont contents de payer leur impôt. Bon, d'accord. Mais les Danois sont aussi connus pour aimer piquer une tête dans la Baltique en plein hiver. A priori, les gens normaux n'aiment pas payer des impôts, ça se saurait sinon. Et d'ailleurs, le bon impôt, ne serait-ce pas celui qu'on ne paie pas? Au cœur même de l'Europe, il y a un peuple d'irréductibles qui s'est carrément affranchi de l'impôt sur le revenu. Comment est-ce possible? Direction le sud, la mer, le soleil, les palmiers. Bienvenue à Monaco. Clairement, ça sent pas la misère, là. On a l'impression d'être dans le pays où les voitures de luxe viennent mourir. Regardez ça. Pour la télévision? Bah oui, tant qu'à faire. C'est quoi, Monaco? On fait un film sur les impôts, en fait. C'est qu'est-ce qu'un bon impôt? Il n'y a pas d'impôt au Monaco. Parce que vous êtes monégasque? Oui. Ah, vous n'avez jamais payé d'impôt? Non, jamais. Et vous trouvez ça normal? Disons que le pays fonctionne comme ça. Ouais. On habite dans des immeubles monégasques. Ouais. On a des avantages sur le loyer. Donc vous pouvez vous faire plaisir? On peut se faire plaisir. Donc, ici, quand vous vous levez le matin, vous vous dites merci mon Dieu. C'est le plus beau pays du monde pour moi. Merci à vous, puis enjoy. Le plus beau pays du monde, rien que ça, ferait donc à peine 2 km². Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme me l'explique cet historien Frédéric Laurent, si la principauté est si petite, c'est parce qu'elle a perdu 90% de son territoire en 1860, lorsque Roquebrune et Menton ont décidé de se rattacher à la France. Comble de l'ironie, c'est parce qu'elle considérait qu'il y avait trop d'impôts à Monaco, en particulier sur les citrons, qu'elles sont parties. Elles doivent sérieusement s'en mordre les doigts aujourd'hui. Ce petit pays a donc failli disparaître à cause de la fiscalité. Dès lors, on comprend mieux son souci d'avoir aussi peu d'impôts que possible. Est-ce que le système monégasque serait transposable dans un grand pays comme la France, l'Italie ou l'Allemagne? Alors, je dis non, déjà pour une première chose, c'est que la principauté n'a pas de dette. De dette publique? De dette publique. Mieux, elle a un fonds de réserve qui peut alimenter au moins 3 ou 4 années de budget annuel. D'accord. Bon.
C'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, en France, une partie de l'impôt, pratiquement tout l'impôt sur le revenu passe pour le paiement des intérêts de la dette. La principauté a des excédents budgétaires qui fait qu'elle n'a pas besoin d'aller taper dans la poche. Donc en fait, il faudrait qu'en France, on supprime la dette publique, c'est-à-dire enfin on la rembourse, et à ce moment-là, on pourrait dire aux Français, on va diminuer vos impôts. Les Français n'ont pas l'air de bien comprendre que plus on s'endette, plus on est obligé d'augmenter les impôts pour rembourser la dette. Ah ben c'est une règle de 3. Hein. Évidemment, si demain il n'y a plus de dette, on peut diminuer les impôts très considérables, en tout cas les impôts directs. Les impôts indirects, on en a besoin pour faire vivre un peu le pays. Mais d'ailleurs, la principauté, elle a des impôts indirects. Oui, voilà, donc c'est de ce point de vue-là. Voilà. Alors c'est pas donc ici, est-ce que c'est un paradis fiscal vu de l'extérieur? On a l'impression parce que vous savez, à un moment on disait que Johnny Hallyday allait prendre la nationalité belge pour venir s'installer ici et ne pas payer d'impôts. Donc on a un sentiment que tout le monde vient se réfugier ici. C'est pas un paradis fiscal traditionnel. Parce que on paye, il y a des impôts indirects, il y a l'impôt sur les sociétés, il y a les droits de mutation, il y a les taxes, il y a tout. La principauté a une fiscalité douce, voire extrêmement douce, pour les monégasques et les résidents, à partir du moment où ils sont ni français ni américains. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est d'aller le plus près du cochonnet. Ah d'accord, c'est un jeu stupide. C'est un jeu complètement con, mais voilà, c'est un jeu d'humilier. C'est mal parti, hein. Mais c'est pas si mal que ça. Monaco ne serait donc pas un paradis fiscal en soi. La TVA lui suffit à bien vivre sans impôt sur le revenu. Évidemment, un micro-État ne peut en aucun cas servir de modèle aux autres pays. Mais j'en tire quand même un enseignement. Le bon impôt, c'est celui dont on a besoin. L'autre pays au cœur de l'Europe, souvent décrit comme un paradis fiscal, car une bonne partie des Français fortunés sont partis s'y installer, c'est la Belgique. Ce statut de paradis fiscal fait souvent sourire les Belges qui croulent sous l'impôt. Paul Magnette, l'un des dirigeants du Parti socialiste belge, considère pourtant que son pays est bel et bien un paradis fiscal. On est relativement, effectivement, une forme de paradis fiscal pour le capital. C'est la raison pour laquelle il y a d'ailleurs tant de ressortissants français qui sont établis en Belgique, parce qu'il n'y a jamais eu d'impôt sur la fortune, il n'y a jamais eu de taxation des plus-values. On est une des seules nations en Europe dans lesquelles on ne taxe pas les plus-values. C'est-à-dire que vous achetez des actions le matin, vous les revendez le soir ou quelques jours plus tard avec une plus-value, vous n'avez pas travaillé et là-dessus, vous ne payez pas d'impôt. Alors que si vous allez travailler toute la journée, toute la semaine, vous allez payer en moyenne 35-40% d'impôts sur vos revenus du travail. Donc ça, c'est une injustice très profonde. Et donc, on a un peu une administration fiscale qui est dure avec les faibles et faible avec les durs. Et donc, il faudra à un moment donné sérieusement corriger ça. Il ne faudrait pas aussi couper dans les dépenses publiques en Belgique pour réduire une partie de l'impôt? C'est toujours facile de dire on va couper dans les dépenses publiques, puis après on dit qu'est-ce qu'on fait Pensez à votre salaire, par exemple. Bon, mon salaire, c'est 4 200 € net voilà, pour diriger une ville de 200 000 habitants avec 3 900 travailleurs et un budget de 450 millions d'euros par an. Voilà, ça ne me paraît pas excessif par rapport en France, est-ce qu'on entend il faut couper dans la On oublie toujours que l'ensemble des frais de fonctionnement, donc tout compris, les fonctionnaires, les salaires des élus, l'entretien des bâtiments, etc., c'est moins de 5% de la dépense publique. Donc ce n'est pas une dépense publique, ce n'est pas là qu'est l'essentiel de la dépense publique. La première dépense, en Belgique en tout cas, mais je pense que c'est le cas de la France aussi, c'est les soins de santé, bien avant les retraites, bien avant les allocations de chômage, etc. Bref, la Belgique, championne de l'impôt sur le revenu et des dépenses impopulaires. Ce pays 6 fois plus petit que la France ne compte pas moins de 55 ministres, rendez-vous compte. C'est ici qu'aurait dû avoir lieu le mouvement des Gilets jaunes. Or, s'il y a bien eu une mobilisation de Gilets jaunes au début, à l'imitation de leurs cousins français, le mouvement n'a pas tenu longtemps. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette faible contestation ? On te revoit. Ça va ? Ça fait quelques années quand même. Comment résumer la relation des Belges à l'impôt ? Je dirais un seul adjectif, c'est une relation tempérée. Une relation faite de nuances et d'équilibre, un peu comme le climat belge, qui est maritime et tempéré, c'est-à-dire des courants froids, des courants chauds, mais qui globalement reste un peu gris au-dessus du pays. Quand on regarde les impôts en Belgique, c'est ici qu'il devrait y avoir des gilets jaunes, parce que les impôts sont à un niveau que les Français ne connaissent pas. C'est vrai. Et c'est vrai que la fiscalité punitive en France a déclenché les gilets jaunes. En Belgique, on vit avec ce système d'État-providence lourdement taxé, parce que nos niveaux d'impôts sont les plus élevés du monde.
mais en fait, il y a une conscience collective qu'on est tous à la fois débiteurs et créanciers par rapport à l'État. C'est-à-dire que les services publics sont de bonne qualité, l'enseignement est quasiment gratuit, les soins de santé sont très peu chers, même s'il y a des personnes maintenant qui progressivement ont du mal. Mais donc c'est un système au sein duquel on a appris à vivre. Donc on a accepté la lourde taxation, peu de gens la réfutent d'ailleurs, dans la conscience du fait que les biens publics étaient importants. La Belgique a créé à la fois son unité linguistique, communautaire, régionale et sociale, par un État-providence très dense. C'est un système qui est un des plus égalitaires au monde. Quand on compare les pays développés, eh bien la Belgique a un système très égalitaire et dont le degré d'inégalitarisme s'est à peine aggravé depuis la crise de 2008. Toutes les dépenses publiques ne sont pas forcément justifiées. Il suffit de regarder par exemple l'organisation institutionnelle de ce pays, le nombre de ministres, d'élus, de mandataires, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire une partie des dépenses publiques pour au moins diminuer un peu cette pression fiscale qui pèse sur le travail? D'abord, on a une grande complexité institutionnelle avec beaucoup de ministres parce qu'on veut refléter la typologie autonomiste de chaque région, de chaque courant linguistique. Et en fait, la paix sociale est assurée au détriment d'une simplicité institutionnelle. Donc on a un pays compliqué à comprendre. Depuis les années 70, la Belgique a répondu à la crise par l'embauche de fonctionnaires. Le fonctionnariat s'est amplifié dans les années 70. Il y a eu entre 73 et 93 200 000 personnes qui ont été engagées au titre de fonctionnaires. Ça explique pourquoi la dette publique a explosé dans les années 70 et représente maintenant, comme en France, à peu près 100% du PIB. Mais c'est aussi au prix d'une certaine paix sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu que le secteur privé soit le seul à diriger l'économie. On a un système d'économie mixte, qui est une typologie un tout petit peu particulière, d'ailleurs plus au sud qu'au nord du pays. Ça reflète la paix sociale, ça reflète l'harmonie des rapports sociaux. Bon, ben merci en tous les cas pour ces explications. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Bref, en Belgique, on a conscience que l'impôt élevé sur le travail a pour contrepartie la paix sociale. Et ça n'a pas de prix. Pour poursuivre mon petit tour d'Europe sans trop charger mon empreinte carbone, j'ai organisé un dîner avec des confrères et consoeurs étrangers en poste à Bruxelles. Une Allemande, une Néerlandaise et un Espagnol sont dans un bateau. Qui paie le plus d'impôts? À l'Europe fiscale. Des impôts pour tous, des impôts élevés, des impôts à la belge. Allez. En Espagne, il n'y a pas de mouvement comme en France de protestation contre l'impôt, de révolte. Les gens se plaignent surtout des politiciens, pas forcément des impôts. Finalement, quand quelqu'un commence à dire qu'il en a marre et tout ça, ça finit pour parler des impôts. Ah oui. Mais ce n'est pas toujours... C'est pas le point de fixation, quoi. Non. Les Néerlandais, ils plaignent. Hein. Ils se plaignent de tout. Ah bon? À différence des Belges. Vous êtes des Français, alors? Oui, c'est vrai? Oui, oui. Et donc, je crois que c'est normal de se plaigner aussi sur les impôts. Mais en même temps, on paye, comme les Allemands. On n'est pas... On est content de... Enfin, content. On paye. En Allemagne, on paye les impôts parce que déjà l'Allemand, il est vraiment très... Une fois, c'est vrai, les clichés. Il a peur de se faire attraper. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de faire moins, de payer moins d'impôts, mais il n'a pas envie de faire pas comme il faut. Parce qu'un formulaire, tu donnes un formulaire à un Allemand, il va le remplir. Faire de son mieux que ce papier, il parte à l'administration comme il faut. Donc ça, c'est vraiment très ancré. Et on paye dès le premier euro aussi en Allemagne, où combien de pourcentage de la population à peu près paye l'impôt sur le revenu? Globalement, il faut avoir l'idée en tête que lorsqu'on gagne très peu en Allemagne, on te laisse vraiment tranquille. D'accord. Donc il y a vraiment une marge très généreuse jusqu'à ce que ça peut monter. Et on ne te touche pas, tu n'es pas obligé de payer des impôts. Après, lorsqu'on gagne énormément, aussi on te laisse relativement tranquille. Et tout le monde qui porte vraiment les impôts, c'est vraiment la classe moyenne. Est-ce qu'il est imaginable un jour, quand on voit les différences qu'il y a entre l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la France, qu'on ait une harmonisation fiscale? Je ne parle pas sur les sociétés seulement, c'est-à-dire que toutes les sociétés payent leurs impôts, mais aussi sur la fiscalité privée, qu'on ait une harmonisation donc, des dépenses publiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable, ça? Les Allemands sont super réticents. Ça, par contre, ça touche à l'argent. Ils veulent bien qu'en Allemagne, il y ait des problèmes, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec tout, mais leur harmoniser ça
en Europe. Je crois que c'est peu importe quel parti, en général, les Allemands en général seront très très réticents, je pense. Ouais. Je pense que c'est même pas envisageable. C'est-à-dire, en Espagne, d'ailleurs, il n'y a même pas une harmonisation entre les régions. Donc ça, c'est déjà compliqué. Je pense qu'il faut un pouvoir fiscal pour la Commission. Ça, je pense que et ça on peut arriver. On peut imaginer une harmonisation fiscale sur la fiscalité des entreprises, alors au moins. Mais aux Pays-Bas, on trouve que ça, c'est vraiment la souveraineté des Pays-Bas. Point fini, ouais. Pas de discussion. En Allemagne aussi, je dirais. C'est très proche de... Il y a peut-être une possibilité d'avoir, par exemple, dans TVA, il y a déjà une sorte de harmonisation. Et là, je trouve... je crois que c'est plutôt possible. Au fond, on ne risque pas d'assister à terme à une révolte fiscale européenne. Quand on a vu ce qui s'est passé en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Irlande ou à Chypre, où les impôts ont augmenté, et on voit à côté qu'il y a des compagnies qui font des super bénéfices chez nous et qu'elles ne payent pas d'impôts. Oui. On n'aime pas les grandes entreprises qui ne payent pas. En Allemagne, c'est pareil. Oui. Il y a aussi un peu un certain malaise qu'en Irlande, soi-disant, hein, j'exagère, qu'ils ont des conditions super attractives pour tout le monde, pour que toutes les grandes entreprises viennent, alors qu'en Allemagne, on fait tout correctement et personne ne vient. C'est vrai, quand on voit les gens qui se révoltent contre l'impôt, qui sont tous avec leur iPhone, par exemple, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, de facto, c'est là où est la vraie richesse. Bref, à écouter mes collègues, un bon impôt, c'est un impôt que l'on décide au niveau national ou même régional. Chacun veut pouvoir faire ce qu'il veut chez lui, au sein de son collectif. Les pays s'accrochent à leur souveraineté fiscale pour le plus grand bonheur des multinationales. Il y a en revanche un pays en Europe qui a abusé de sa souveraineté fiscale au point d'en perdre le contrôle. 2010. Une fraude fiscale généralisée et des dépenses publiques hors de contrôle mènent la Grèce à la faillite. La zone euro, pour prix de son aide financière, a imposé des réformes brutales au pays. Désormais, l'impôt est récolté. Enfin, un peu plus qu'avant. Les habitudes changent. Alors, ça c'est étonnant. Maintenant, à chaque fois, quoi qu'on commande, on a droit à la facture avec le montant de la TVA. Et ça, je peux vous dire, moi qui connais la Grèce depuis 30 ans, que c'est entièrement nouveau. Avant 2010-2012, c'est-à-dire avant la faillite grecque, on ne vous donnait jamais de facture. C'est-à-dire que l'argent disparaissait, était au noir, et le fisc ne pouvait pas contrôler. Désormais, si on ne vous donne pas ce ticket-là, vous pouvez porter plainte et le commerçant a d'énormes problèmes. Voilà, ça c'est un moyen de lutter contre la fraude, extrêmement efficace, la facture pour tous. Est-ce que ça a été facile d'abandonner ces mauvaises habitudes ? Je me suis rendu chez deux sœurs, Filio et Natacha. L'une est secrétaire de direction, l'autre travaille dans une agence de voyage. Et à la suite de la crise, elles ont vu leurs impôts s'envoler. Ο δικός μου μισθός είναι γύρω στα 1.400 ευρώ, καθαρά. Το χρόνο είναι περίπου στα 18.000 ευρώ, τα χρήματα που μπαίνουν στο δικό μου το φορολόγητο νομίζω είναι γύρω στα 9.500 ευρώ, οπότε εγώ είμαι πλούσια αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να... Άρα πληρώνω φόρο έτσι κι αλλιώς. Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez eu à souffrir de la dégradation des services publics? Ou est-ce que tout simplement, il n'y a jamais eu vraiment de bons services publics en Grèce? Σε σχέση με το παρελθόν, οι κρατήσεις μου είναι περισσότερες. Έπαιρνα 1.600 ευρώ πριν από 10 χρόνια περίπου. Αυτά μειωθήκαν έτσι κι αλλιώς από τους φόρους, αλλά κάναμε και εμείς που δεν επιτελούν το σωστό τους ρόλο. Η δικαιολογία όλων είναι ότι επειδή έχουμε μνημόνια και πρέπει να πληρώνουμε, θα πρέπει να πληρώσουμε πολλούς φόρους, θα πρέπει να κάνουμε περικοπές, δεν θα έχετε αυτά που είχατε πριν, αλλά αυτό δεν είναι το σωστό και δεν είναι και αλήθεια. Υπήρχε άσχημη κατάσταση. Quel est l'état dans lequel vous pourriez vivre? Un état fonctionnel, où vous seriez fier de payer vos impôts? Vous pensez à un pays? Λένε ότι η Σουηδία είναι πολύ καλή επίσης.
Και η Γερμανία το ίδιο, όσοι πάνε είναι ευχαριστημένοι, η Ολλανδία το ίδιο. Είναι πολλά τα κράτη, γιατί όλοι αυτοί οι λαοί έχουν προσπαθήσει από πολύ νωρίς για να έχουν αυτά που έχουν. Εμείς και αυτά που κερδίσαμε τα χάσαμε. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα βελτιωθούν και εδώ τα πράγματα και στις κρατικές υπηρεσίες και στις παροχές. Θα ζήσω εδώ για να παλέψω να προχωρήσει. Από τα παιδιά μας, θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι θα διορθωθεί εδώ. Δεν θέλω να φύγω. Petros, grec, et Marie-Lise, française, dirigent une petite entreprise de spa. Petros laisse éclater sa colère devant la facture que lui présente l'État depuis 2010. Nous, on est vraiment baisés, on est violés, on est déchirés par un gouvernement. La seule chose qu'ils désirent avoir, c'est l'argent que nous produisons. Vous avez senti la pression fiscale qui s'est accrue depuis la crise? Absolument. Et vraiment, vous êtes pris à la gorge? Absolument, absolument. Tout d'abord, nous avons un TVA qui est 24%, 25%. Ensuite, il faut encore donner 29%. Oui. C'est les taxes qu'il faut payer, il faut donner à l'État. Impôt sur la société. En plus, taxe de solidarité, 10%. Et en plus, nous avons, je ne sais pas quoi, pour les réfugiés. On paye sur tout. Et donc, en clair, vous avez vu vos revenus s'effondrer à cause de l'impôt? Oui, bien sûr. S'effondrer. On produit toujours, donc on ne peut pas dire que ça s'effondre. Mais il faut voir que la pression, elle est énorme. Mensuellement, ça veut dire qu'on tient un fil, quoi. Ça tient un fil, parce que les banques ne financent pas. Il n'y a pas de banque. Il n'y a plus de banque. Donc, si on veut chercher un fonds de roulement, une aide pour 3 mois, on ne la trouve pas. Nous, ça fait combien de temps? 9 mois qu'on cherche une aide bancaire qu'on n'a pas. On n'a pas. On ne trouve pas. Est-ce que depuis cet accroissement de la pression fiscale, vous avez vu une amélioration des services fournis par l'État? Personne ne voit rien de mieux. On voit tout en pire. Rien ne s'améliore. C'est horrible dans les hôpitaux. Tu es obligé d'apporter tes gaz. Tu sais, tes pansements. Bon, c'est dans un état, les hôpitaux, de délabrement, de manque de malfonctionnement qui est énorme à cause de la crise. Et donc, par contre, l'hôpital privé est toujours performant. Et les retraites, ils les coupent tout le temps, mais les gens continuent à vivre. Ouais. Donc, bon. Donc, même les services qui ont été privatisés, par exemple, je pensais au port du Pirée qui fonctionne, enfin qui a été vendu aux Chinois. Oui, voilà, les Chinois. Aegean, la compagnie aérienne, donc c'est privé. Qui était privé. Donc ça s'est amélioré. Tout ce qui est privé, ça marche indépendant du tas. Qu'est-ce que ça veut dire privatiser? Il y a dit les autoroutes. Ils ont doublé les péages. Oui. Pour aller à Athènes, Thessalonique, par exemple, tu payais 12 € de péage. Maintenant, tu payes 26. Donc, il n'y a pas eu d'amélioration de l'état des routes? Aucune amélioration à nulle part. Aucune amélioration à nulle part. Si, on peut dire, tout ce qu'il raconte, c'est vraiment des mensonges. On va dire quand même les points positifs. Parce que lesquels? Il y a toujours des choses positives. Alors, il faut dire une chose, c'est que les charges sociales, ce qu'on paye nous en tant qu'entrepreneurs, ça a été divisé par 10. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que là, nous, on est moins taxés sur le plan personnel en tant qu'actionnaire, enfin entrepreneur d'une petite société, etc. On paye moins de charges sociales. À une époque, les gens avaient toujours des rouleaux de billets dans la poche. Maintenant, c'est terminé. Non. Donc pour ça, c'est pas terminé, mais enfin, non. Parce que je veux te dire. C'est la seule manière de s'en sortir, je veux dire. En payant des impôts, les Grecs n'ont pas l'impression de bénéficier d'un retour sur investissement, les services publics n'étant pas à la hauteur. Mais il y a aussi un aspect culturel. Il y a une défiance des citoyens envers l'État. Ne pas payer ses impôts a même longtemps été considéré ici comme un acte de résistance citoyenne. C'est perçu comme un hold-up, en fait, l'impôt. Les impôts, l'impôt. Oui. Dans un pays où le retour à l'investissement est très faible, que ce soit avec un gouvernement de droite, de gauche, centriste, de gauche radicale, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de retour à l'investissement impôt. Traditionnellement, on dit qu'en Grèce, on fait semblant de payer ses impôts et que l'État fait semblant de fournir des services publics. Est-ce que c'est toujours vrai après la crise de 2010-2015 ? Dans les grandes lignes, c'est toujours vrai. Après, cela dépend de qui vous parlez. Il y a des revenus qui peuvent échapper à l'impôt, d'autres qui ne peuvent pas. Vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas frauder sur vos revenus. Idem quand vous êtes retraité, quand vous êtes employé dans une boîte qui déclare les sommes qu'elle vous verse. Après, tous ceux qui peuvent
disons, contourner le système, vont essayer de contourner le système. Il faut comprendre que le refus du grec de l'impôt date déjà de l'époque de l'Empire ottoman. Payer l'impôt, c'est ce qu'on paye au sultan, en fait. C'est l'imposition, c'est le tribut au sultan. Le premier gouverneur de la Grèce indépendante se fait assassiner parce qu'il impose l'impôt. Ce qui fait que pour une partie des gens qui se sont battus contre l'Empire ottoman, pourquoi on doit payer maintenant qu'on est libre ? Les piètres services fournis par l'État, le piètre retour à l'investissement qu'est l'impôt quelque part, font aussi qu'il y a un vrai refus de payer l'impôt. L'État, soit on le gouverne, soit c'est l'ennemi. C'est ça le rapport du citoyen. Il n'y a pas ce rapport de... Le concept même d'État-providence n'existe pas en Grèce. La providence, c'est votre famille. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui est employé pendant des années a un haut salaire. Il va être imposé peut-être à 40%, et en plus ses cotisations vont être très importantes aussi. Quel que soit le niveau de salaire, quel que soit le nombre de cotisations, s'il se retrouve au chômage, il va bénéficier de 350 € de chômage pendant 12 mois. Ce n'est pas les allocations qui vont vous sauver. C'est votre famille, proche ou élargie, qui va vous sauver. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les Grecs ont davantage conscience d'avoir un État qui fonctionne, ou est-ce qu'on n'a pas... Voilà, c'est ma réponse. D'accord. Et je crois que c'est vraiment la réponse de quiconque qui vous poserait la question. C'est clair qu'il y a eu des avancées qui ont été faites depuis 10 ans. Je veux dire, c'est incontestable. Il y a aussi des immenses problèmes. Mais même si l'État ici fonctionnait de manière parfaite, ce qui n'est pas du tout le cas, attention, je ne crois pas que les gens en seraient conscients. Mais il faut bien comprendre aussi le tempérament grec. Je suis grec moi-même, on adore se plaindre et tout mettre à zéro. Les Grecs ont donc développé une aversion historique aux tribus payés au sultan. Ici, les gens préfèrent placer la solidarité au niveau familial et non au niveau de l'État, considéré comme illégitime. À tel point que certains en viennent même aux mains. Il y a eu plusieurs actes de violence contre les inspections du fisc ces dernières années. Ça commence peu après la crise, à tel point qu'en 2017, une nouvelle loi est votée pour rendre les attaques aux agents du fisc un crime plutôt qu'un délit. Ah oui, donc c'est allé très très loin, la révolte. Ah oui, c'est allé très très loin. C'est allé de l'anecdotique, par exemple, des agents du fisc dans la ville de Aigio, si je me souviens bien, qui reçoivent la pâte à crêpes sur la gueule. Il y a même eu sur l'île de Patmos un professionnel, je ne sais plus s'il était hôtelier ou restaurateur, qui a non seulement tabassé un agent du fisc, mais qui après est sorti donner une interview à la télé pour dire « j'ai bien fait, j'aurais dû le foutre dans la mer ». Il ne faut jamais oublier que les révolutions démocratiques ont eu pour origine la volonté des citoyens de contrôler les recettes et les dépenses. Ce fut évidemment le cas en France, où, ici aussi, dans certains services fiscaux, la tension peut vite monter. Vous êtes souvent confronté à des contribuables mécontents de payer leurs impôts ? Ça nous arrive assez régulièrement, oui, dans les centres des finances publiques. Alors c'est assez hétérogène sur le territoire, mais on a des situations qui peuvent être conflictuelles, effectivement. Mais c'est des gens qui trouvent qu'ils payent trop d'impôts, qui ne comprennent rien à ce qu'on leur demande. Alors il y a un peu de tout. Il y a une forme d'incompréhension parfois dans un contexte où la fiscalité évolue chaque année avec des dispositifs qui sont compliqués et les contribuables viennent demander des explications sur la manière dont la loi est appliquée. Et aussi, il y a un contexte dans lequel il y a eu des affaires assez importantes en termes de fraude fiscale qui font que les contribuables, quand ils viennent payer leurs impôts de bonne foi et remplir leurs devoirs civiques, ils ont des réflexions sur dire pourquoi moi je paye tant alors qu'il y en a qui arrivent à échapper à l'impôt. Est-ce que vous avez parfois affaire à des contribuables violents, agressifs, à force de trouver que le système leur échappe totalement ? Mais il y a des endroits où il y a des situations conflictuelles assez importantes qui nous ont amenés, nous, syndicalement, à demander à ces endroits-là à ce que l'administration mette en place des vigiles. Il y a des insultes verbales, des menaces de mort, il y a des menaces d'agression, etc. Donc ça, on a un dispositif de signalement nous, qui est en place. Il y a des contribuables qui ne sont pas satisfaits du montant de l'impôt qui leur est demandé au regard de leur situation et souvent au regard des services publics qu'ils ont en face de l'impôt qu'ils payent. Quand on paye un impôt et qu'on n'a pas le retour qu'on est censé avoir en termes de service public, il y a une réaction de rejet de l'impôt. Aujourd'hui, les relations fiscales ont été largement informatisées, mais les contribuables tiennent toujours à garder un contact humain. Voici un service des impôts des particuliers, comme on doit dire maintenant.
On continue à recevoir quand même beaucoup d'accueil physique, parce que je pense aussi que les gens éprouvent un certain besoin d'échanger aussi. Ils aiment bien voir leur interlocuteur en face d'eux, ils aiment bien qu'on leur explique en prenant un certain temps. Donc je pense qu'en fait, ils aiment venir sur place et puis ils sont bien reçus, donc il n'y a pas de raison. C'est vrai, il y a de la lumière, il fait chaud. Donc, c'est sympa, on peut prendre un café. Non, pas vraiment. Il n'y a pas de café? Non, on n'est pas équipés pour prendre du café. L'ambiance est plutôt relaxe. Mais ça n'est pas toujours le cas. Cet agent d'accueil doit faire preuve de diplomatie face à certains. On peut avoir une incompréhension chez des gens qui sont imposés pour la première fois. Ça, c'est un choc quand même. On peut avoir un choc à la première imposition quand on ne s'y attendait pas. Quand on a gagné sa vie pour la première année, on va dire, qu'on est imposé, qu'on doit payer son dû, effectivement, on peut être surpris à ce moment-là. Ouais. On va avoir aussi des gens qui n'étaient pas imposables, vous le disiez tout à l'heure, pendant quelques années, qui entrent de nouveau dans l'impôt et qui se trouvent cette fois-ci un peu gênés de devoir sortir une certaine somme conséquente pour eux. Alors bien sûr, on leur explique que c'est pas forcément évident de payer et ses factures, ses charges courantes et son impôt. Mais effectivement, c'est une charge que l'on doit prendre en compte dans son budget. Cet ancien contribuable français, qui habite désormais en Suisse, assure que la France est loin d'être un enfer fiscal. Je suis arrivé en Suisse, je me suis dit oui, je préfère habiter en Suisse, parce qu'au moins je sais que je paye cher, mais j'ai la paix, j'ai un environnement qui est quand même très, très agréable, et je comprends ce que je paye. Malheureusement, en France, si je puis dire, aujourd'hui, c'est certains vont avoir l'impression de payer beaucoup, et tout est relatif à son salaire, à ses revenus, mais ils n'ont pas l'impression de bénéficier. Voilà, exactement. Alors celui qui ne paye rien, parce qu'il y a quand même, je crois, il y a un tiers ou 2 tiers de la population qui ne paye pas quasiment d'impôts. 60% des Français ne payent pas d'impôts. C'est énorme. C'est énorme. Et dans les autres pays, on ne comprend pas ça. Et c'est là où on devrait, malgré tout, même si c'est un franc symbolique ou quelque chose de symbolique, il faut le faire. Un pays où tout le monde paie des impôts? Eh oui, ça existe. Un pays où 80% des gens se disent heureux d'en payer et où 12% seraient même prêts à en payer davantage. Bienvenue au Danemark, Copenhague. Son port aux couleurs chatoyantes, ses centaines de cyclistes, c'est aussi le pays où les habitants sont parmi les plus heureux au monde. Comme quoi, le niveau de prélèvement n'est pas forcément synonyme de mauvaise humeur. Bernard vient justement se faire tondre chez son ami René. Yes, we pay high taxes, but hospitals come for free, doctors are for free, a lot of services are for free. And of course, you need to claim a lot of tax in order to provide that. But people are really discussing tax. Yes, it's a topic, and everybody thinks they're paying a little too much, and somebody else should be paying a little bit more. Yeah. For example, your neighbors. Yeah, the neighbors should be paying more, and I will be getting off. But I also think that if you really put pressure on most of us, we do understand that we have to pay tax. Au Danemark, on savoure presque les impôts comme on savoure une bonne bière. On contribue car on a des services en retour et ça ne fait pas débat. Dans le centre de la capitale, on retrouve Bernard qui nous a donné rendez-vous dans sa propre boutique. Hello and welcome. Step on in to Putika, the gentleman's hat store in Copenhagen. The VAT in Denmark for everything is 25%. So we cannot differentiate as they do in some countries where, for instance, food has, I think France has a differentiated VAT. We don't have that here. So everything is 25%. We have to pass the world on to next generation and their children in a proper manner. And that costs a lot. So you need to pay your taxes, you need to pay your VAT as your part, your contribution to ensuring that society is there for the ones who follow you. Hey, oh les Danois, vous n'en feriez pas un peu trop là? Je peux comprendre que l'on apprécie le fonctionnement de son pays, mais à ce point c'est carrément une histoire d'amour. Un tiers des habitants de la capitale va au travail à vélo. C'est une véritable passion. Mais bon, il faut dire que les voitures danoises sont parmi les plus chères du monde. Les taxes d'enregistrement peuvent grimper jusqu'à 150% du prix. Et encore, ça a baissé ces dernières années. Et pourtant, devinez quoi?
le propriétaire de cette décapotable, achetée il y a 10 ans, trouve ça normal. It was 1 million Danish kroner. That was the value of this car. And that's a little less than 200,000 euros. And 2/3 of that are taxes and registration fees. So you pay your cars 3 times in Denmark. But it's part of the way we have built our society. You have expensive cars, but you have free hospitals. So everything is connected. So that's just the way it is. See you guys. Je vais demander à une essayiste danoise qui observe son pays depuis longtemps si aimer payer ses impôts, ça ne serait pas un peu hypocrite. Si un Danois explique qu'il trouve ce système vraiment hyper injuste, que payer une TVA de 25% sur les couches pour bébés, par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez scandaleux, ça sera mal vu socialement. Il y a une pression très forte de la collectivité, ça c'est sûr et certain, faire partie du groupe, être responsable individuellement du groupe. Donc quelqu'un qui dit « je ne veux pas payer des impôts », ça sera extrêmement mal vu. On a eu il y a quelques années le cas d'un chômeur qui avait dit dans une interview à la télévision en fait, moi ça m'intéresse pas tellement de trouver un travail parce que travailler dans un fast-food ça m'intéresse pas, donc autant être au chômage. On l'a nommé Robert le paresseux parce que Robert était pas solidaire avec notre projet, c'est-à-dire le projet collectif, l'État-providence. En fait, on paye de l'impôt parce que tout le monde paye de l'impôt. Et d'où le taux de confiance qui est le plus élevé au monde au Danemark. On a un taux de confiance dans l'autre qui est de 78%, alors qu'en France, il a 22%. Symboliquement, il y a des poussettes avec des bébés qui dorment dedans devant les restaurants pendant que les parents déjeunent à l'intérieur. Vous allez à l'Opéra de Copenhague, 1500 personnes vont à l'Opéra, laissent leur vestiaire, manteau en bison, veste de marque, etc., des sacs, etc., dans des vestiaires non surveillés. Vous avez au Danemark 2 prisons sur 3 qui sont des prisons ouvertes. Quand les gens ils disent « Ah, ça fait rêver », je dis « Oui, mais vous avez intérêt à vous mettre dans cet état d'esprit de ne pas couper la queue pour tricher, pour passer devant. Oui. Pour passer devant. Parce que c'est pas collectif de faire ça. Depuis plusieurs mois, la France connaît une révolte fiscale, la révolte des Gilets jaunes. Est-ce que c'est un mouvement qui vous surprend, vous, Danoise ? Oui, forcément, parce que moi j'ai été élevée dans un pays où on est fier de payer de l'impôt, parce qu'on a un sentiment de responsabilité individuelle. Pendant très longtemps, le Danemark était le pays le plus imposé au monde. On a même eu des impôts. Je m'en souviens, dans mon enfance, mon père payait des impôts à 70%. Mais il y avait une adhésion, je ne m'en souviens pas à la maison, qu'il y avait un rejet de ça. Mais notamment aussi parce que, vous voyez, quand je vous parle de l'école par rapport à l'impôt, à partir de l'âge de 6 ans, à l'école, on donne des cours d'empathie. Donc, en fait, on va enseigner, on appelle ça l'heure de la classe. On va enseigner aux enfants tout petits d'identifier leurs émotions et celles des autres, d'exprimer ses sentiments, comprendre l'autre, le valoriser. L'acceptation de l'impôt au Danemark s'explique donc par la culture et surtout par l'éducation. Ici, chacun apprend à se sentir utile. C'est sans doute pourquoi les étudiants du royaume sont incités à aller à l'université. Ils reçoivent un salaire pour ça. Et bien sûr, ils sont imposés. As you can see here, this is, the month here, and this is the amount of ESU, which is the student grant that I get. The student grant is not to be returned, so it's not a loan, it's something you receive. And we're talking about, this is around 800 euros a month. And this is the taxes on the ESU. We're talking around 800 euros in taxes, and this is the end amount of money, which we're talking, this must be around 700, 750 euros. La société danoise paye ses étudiants pour investir dans l'avenir, mais aussi pour réduire les inégalités. Everyone can go to university no matter which home you come from. So if your parents are rich or not rich, it doesn't matter because the state will give you an allowance to go study. It means that we have the same opportunities to educate ourselves and have a good life. Everybody gets a fair chance to get the same education, no matter what family you come from. And I mean, we pay taxes after we're done, so we're just an investment for the government. As young students, do you fear about the future in Denmark here? Fear? Yeah. No. No.
never. I don't know what I should fear about the future. No. Incroyable Danois. Je suis à deux doigts de penser que les impôts font le bonheur. En fin de compte, le bon impôt ne serait donc pas une question de niveau, mais avant tout une question de confiance dans l'État. En France, 70% de la population ne paie pas d'impôt sur le revenu et ne perçoit donc pas tout ce que l'État fait pour elle. D'où la colère. Dans un collectif qui fonctionne, tout le monde participe et participe consciemment. Voilà tout le paradoxe de ce petit tour d'Europe finalement. En France, on ne serait donc pas de mauvaise humeur à cause de l'impôt que l'on paie, mais à cause de l'impôt qu'on ne paie pas.